Je ne viens pas aujourd'hui pour parler avec ma casquette Co-Writing Life, mais ça fait 15 ans que je suis dans l'édition. J'ai été éditrice dans différentes maisons du groupe Hachette. Avant, j'ai travaillé au syndicat de l'édition sur tout ce qui est problématique numérique. Et maintenant, ça fait 6 ans que je suis vraiment plongée dans l'auto-édition numérique chez Kobo. Donc en fait, aujourd'hui, je voulais vous parler justement des deux voies, édition traditionnelle et auto-édition, et puis vous donner toutes les clés pour... voilà, parce qu'effectivement, enfin, il y a différents, on va dire, niveaux d'avancement. Il y a des hybrides, il y a des auto-édités très avancés, il y en a qui sont chez des éditeurs, et puis il y en a qui sont à leur premier roman. Donc le but, c'est de... Je ne vais pas vous assommer de slides, hein, j'en ai pas beaucoup, c'est plutôt pour inciter à la discussion. L'année dernière, on avait une discussion très riche et je trouve que c'est vraiment aussi l'intérêt de cette journée. Donc d'être le plus interactif possible, donc n'hésitez pas à intervenir, poser vos questions. Voilà. Moi je vais vous faire un panorama des deux voies, vous expliquer voilà, ce qu'il faut faire, en tout cas ce qui est nécessaire de savoir, voilà, pour choisir en connaissance de cause. Et puis comme parmi vous il y en a qui sont déjà hybrides et qui ont de l'expérience, je pense que c'est aussi très intéressant que vous puissiez partager ça avec les autres voilà, qui veulent se lancer. Alors, donc ça c'est juste pour vous dire un peu, je vais vous faire une vue d'ensemble d'abord de l'édition traditionnelle avant d'aborder les avantages et les inconvénients. Pareil pour l'auto-édition, et puis ensuite à la fin j'ai fait une checklist de questions à se poser. Et c'est pas forcément exhaustif, hein, donc si vous, en tant qu'autrice, vous avez chacune des choses à rajouter, c'est vraiment bienvenu. N'hésitez pas. Donc en fait, l'édition traditionnelle, que fait un éditeur traditionnellement, c'est quelqu'un qui est à la recherche de textes à publier. On va dire que voilà, c'est des têtes chercheuses, leur but c'est, les maisons d'édition, de trouver des textes, des auteurs, sur lesquels voilà, ils vont sentir à la fois on va dire, il y a plusieurs choses pour eux. Il y a évidemment l'aspect commercial parce qu'on est dans un business, donc voilà, c'est pas juste le coup de cœur d'un éditeur qui compte. Après, il faut aussi emmener toute la maison d'édition, tous les différents services et dire pourquoi est-ce qu'on prend à ce projet. Et ça va être aussi bien évidemment les éditeurs, les directeurs édito, que le contrôle de gestion, que le marketing, et après évidemment la diffusion, voilà, tous ceux qui vont ensuite aller en librairie prêcher et vendre le livre. Donc c'est vraiment, on va dire, l'éditeur il est un peu tête chercheuse, et évidemment les éditeurs reçoivent beaucoup de manuscrits. Il y a aussi beaucoup de gens, de lecteurs, etc. qui travaillent pour les maisons, qui peuvent aussi leur apporter par leur réseau. Ce sont des gens qui sont aussi dans les milieux, on va dire, soit académiques, soit dans tout ce qui est, on va dire, proche de l'enseignement, en tout cas de la littérature. Donc voilà, donc il y a tout un vivier, etc. Et c'est vrai que parfois c'est un peu difficile en tant qu'auteur de réussir à rentrer dans ce monde-là. Il y a évidemment les auteurs qui envoient par la poste, et voilà. Et on sait qu'il y a toujours, on va dire, quelques success stories, il y a toujours chez les éditeurs au moins une success story de oui, ce manuscrit m'est arrivé par la poste. Mais en fait, c'est vrai que quand on discute avec les éditeurs, ils le disent très clairement, ils disent voilà, on reçoit tellement de manuscrits que de toute façon, on ne peut pas s'assurer de tous les lire et de forcément tous. Voilà. Le seul, en tout cas, il y en a quelques-uns, comme je sais POL, quand il était encore vivant, voilà, lui, il se faisait vraiment. C'était une règle pour lui de lire tout ce qui arrivait, etc. Mais bon, il y en a, même chez les plus petites maisons ou les plus récentes, ils sont maintenant vraiment submergés. D'où le rôle très important des lecteurs, lectrices, qui vont lire, qui ne sont pas dans la maison, mais qui vont lire et qui vont faire des fiches de lecture, etc. Et c'est eux souvent qui vont être le premier filtre, le premier regard sur les textes qui arrivent. Et puis, il y a aussi, alors ça fait partie du paysage, même si en France, ils n'ont pas du tout la même importance que dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, c'est les agents littéraires. Il faut savoir que, pour moi, les agents littéraires, justement, quand je vois dans d'autres pays, ils ont vraiment un rôle très important à jouer. Ils accompagnent l'auteur, ils ne sont pas juste là pour négocier le contrat d'édition et prendre leur commission au passage. On va en parler. Oui, on va en parler. Parce que, voilà, c'est vrai que l'agent, en tout cas, dans la chaîne du livre, dans d'autres pays, il a vraiment sa place. En France, c'est particulier parce qu'il y a toujours eu, c'était toujours l'éditeur et l'auteur. Et historiquement, il y avait très peu d'agents sur la place, voilà. Ça commence à se développer un petit peu. Il y a quelques agents stars, voilà, du type Samuelson, etc., qui eux, travaillent même pour le cinéma, donc ils vont prendre vraiment les grosses pointures. Voilà. Après, maintenant, il y a aussi des agents
qui se sont fait leur place, je pense à Laure Péché qui travaille avec Pierre Astier, enfin voilà, donc il y en a qui font leur place, et certains qui essaient de se spécialiser par genre littéraire, on va dire. L'éditeur, c'est un businessman ou woman, ils sont là et ils font un pari financier, c'est-à-dire ils se disent, bon bah là, cet auteur, j'y crois, ce premier titre qu'il me présente, j'y crois, et je vais investir. Normalement, l'éditeur, il se dit, bah, j'investis sur cet auteur, et pas juste sur ce premier titre, mais aussi, je fais le pari que c'est un auteur de plusieurs titres à venir, et je vais le suivre et construire sa carrière, voilà, sur le long terme. Oui, mais Camille, ça c'est l'idéal, hein, franchement. Hein, oui. Ce qu'ils veulent, c'est remplir leur catalogue, ils ont 3 têtes d'affiche, et le reste, c'est du remplissage du catalogue. Oui, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que, donc effectivement, quand avec l'auto-édition, il y a la possibilité, enfin voilà, c'est le fantasme un peu absolu de tout éditeur, de se dire, j'ai envie de prendre 0 risque, et j'aimerais bien avoir la recette qui puisse me dire, tel bouquin, tu peux y aller, il ne va pas se planter. Donc d'avoir un moyen de tester le marché et la réponse du marché, c'est un peu le rêve qui devient réalité. Et alors là, juste, j'en profite, puisque je parle de l'investissement et de l'aspect financier, pour, je l'avais déjà dit l'année dernière, mais je leur dis à chaque fois, la distinction entre compte d'éditeur et compte d'auteur. Parce que ça, voilà, je vois des gens qui acquiescent, donc vous êtes au courant, mais c'est vraiment fondamental. Et juste pour rappeler brièvement, en fait, l'éditeur, c'est celui qui va éditer à compte d'éditeur, parce que c'est à lui de prendre le risque financier. C'est pas à vous, auteur, de payer quoi que ce soit, d'investir. Et voilà, on sait, il y a des officines qui font même de la pub, etc., voilà, très visible. Ça, c'est du compte d'auteur, c'est-à-dire à partir du moment où on vous dit envoyez votre manuscrit, et que juste après on vous contacte en disant ah bah très bien, il a été sélectionné par notre comité de lecture, il va être publié et il va falloir payer 2000 €, etc. Non. Ou alors c'est un compte d'éditeur, mais il faut payer la correction, la nouvelle couverture, Oui. Les 100 premiers exemplaires parce qu'on n'est pas c'est sur ça, les oui, ventes, c'est ça. il faut payer. Ça c'est du compte d'auteur en vrai. Oui, il y a de plus en plus de choses masquées, donc vraiment, voilà. Et surtout que souvent, quand vous signez un contrat avec, donc ça c'est le point suivant, avec un éditeur, un compte d'éditeur, vous allez signer un contrat d'édition, vous allez garder votre droit moral parce que ça il est inaliénable, et vous allez céder votre droit patrimonial, donc le droit d'exploitation sur différents formats, etc., pour la durée de la propriété intellectuelle qui est de 70 ans post-mortem. Peut-être un mot donc, sur l'avance et le pourcentage. Normalement, quand vous signez un contrat, c'est en échange d'une avance sur le droit d'auteur et d'un pourcentage de droit d'auteur. Là, pareil, tout ça, c'est dans de la négo. Et donc, ensuite, en échange de ça, c'est la maison d'édition qui doit gérer toutes les étapes. Donc, évidemment, d'abord travailler, faire l'éditing du texte. Donc, ça, c'est vraiment avec l'auteur, etc. Travailler le texte ensemble. Ensuite, s'occuper de la fabrication, donc le pré-presse, etc. L'impression pour le papier, la déclinaison aux autres formats. Aujourd'hui, voilà, les éditeurs, j'ai aussi marqué l'audio, mais aujourd'hui au moins l'éditeur, quand il s'agit d'une nouveauté, il va sortir le papier et le numérique au même moment, simultanément. Le livre audio, depuis 1 an et demi, 2 ans, ça devient vraiment un sujet, donc les maisons d'édition s'en sont emparées, etc. C'est pas encore, enfin voilà, on va dire que les nouveautés et les grosses nouveautés vont avoir une déclinaison en audio. Après, ça reste quand même beaucoup plus coûteux aujourd'hui de faire un audiobook qu'un e-book, évidemment. Donc voilà, donc même les éditeurs qui font, on va dire, des audiobooks de leur catalogue rétroactivement, ça va être d'abord les grands, comme ça a été pour l'e-book au départ, d'abord les grands titres, les grands auteurs, etc. Mais donc ça se développe et ça devient vraiment un format comme un autre. Et puis après, il y a tout ce qui est diffusion, distribution. Donc diffusion, c'est vraiment travailler le titre avec une équipe ces équipes de représentants, les commerciaux, qui ensuite vont aller sillonner la France, aller en librairie pour défendre les titres, dire voilà les titres qui arrivent, etc. Et travailler les quantités que les libraires vont commander. Après la distribution, là c'est vraiment carton, camion, et puis on envoie de l'entrepôt vers tous les libraires, les points de vente de France. Et puis la promotion, qui est quand même essentielle, qui a toujours été et qui l'est de plus en plus. Et la promotion, aussi bien dans les circuits de vente physique que les circuits de vente numérique, donc tous les libraires numériques, etc. Et ça, de plus en plus, l'auteur est mis à contribution. Ouais. Et c'est aussi c'est aussi un des avantages que voient les éditeurs quand ils vont chercher des auteurs dans le biais d'auto-édition. D'une part, ça permet de tester effectivement les ventes du livre, et si les chiffres sont bons, tout de suite il y a ça, mais il y a aussi la communauté de l'auteur en ligne, la manière dont il va interagir, etc. sur les réseaux sociaux, et puis tout le travail de promotion que
auteurs auto-édités qui se sont frottés à tout ça en ligne, mais aussi en physique, en allant à des salons. Voilà, il y en a de plus en plus qui font ça. C'est vraiment, voilà, c'est parce que c'est quelqu'un qui sait vendre, quoi, finalement. Alors que pendant très longtemps, voilà, l'auteur disait ah non, mais moi je veux juste écrire mon texte dans mon coin. En conclusion, et là je pense qu'Alice va dire ça, c'est dans un monde idéal. Dans l'édition traditionnelle, normalement, c'est une relation de confiance entre l'auteur et l'éditeur et équitable. Alors, l'auto-édition vue d'ensemble, donc là, à l'inverse, c'est vraiment l'auteur qui est aux commandes, pas juste de son écriture, mais de tout le process de publication, de promotion. Là, c'est voilà, l'auteur qui est son éditeur. Et donc, c'est un vrai métier. Il y a des compétences à avoir. Et évidemment, l'auteur ne peut pas tout faire parce que finalement, l'éditeur, en édition traditionnelle, pour moi, c'est un peu le chef d'orchestre qui va faire appel à plein de compétences. Et finalement, quand on devient auteur auto-édité, ça va être la même chose parce qu'on ne peut pas être super bon, écrire très très bien et en même temps être super bon en création de couverture, même d'avoir un regard, on va dire, graphique, de savoir la correction, ortho, typo, etc. Donc après, l'auteur auto-édité va s'entourer de professionnels, d'éditeurs freelance, comme Florence, en tout cas de toutes les personnes qui vont lui permettre d'avoir un livre complètement, on va dire l'intérieur, le texte, il est vraiment complètement parfait parce qu'il a été retravaillé, et puis on va dire le packaging aussi. Et parce que notamment en numérique, c'est vrai que la couverture, ça va être le premier contact de la lectrice avec le livre. Sur les librairies numériques, souvent c'est des pages en fond blanc, donc les vignettes sont toutes petites. Avoir une vignette, une couverture sur un fond, une couverture trop blanche, une vignette de couverture trop blanche sur un site avec un fond blanc, ça va être perdu. Alors que des couvertures vraiment bien travaillées avec des couleurs, etc., tout de suite, voilà. Donc c'est plein de choses. L'auteur auto-édité, finalement, c'est toutes ces compétences-là qu'il a acquis au fil des ans, et il y a, on va dire, une courbe d'apprentissage parce que c'est un nouveau métier. Il y a beaucoup d'auteurs qui ne savaient pas du tout ce que c'était, qui se sont lancés, qui ont fait des erreurs. Et alors on n'aime pas l'erreur en France, mais c'est normal de faire des erreurs, c'est bien, et on apprend beaucoup de ces erreurs. Et moi je trouve ça très bien parce qu'il y a plein d'auteurs auto-édités qui n'hésitaient pas à partager sur leur blog leurs premières erreurs en fait. Et il n'y a rien de mieux pour justement montrer aux autres que on peut s'améliorer, on peut, et maintenant c'est des auteurs qui ont trouvé des éditeurs et qui ont un lectorat vraiment très 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 important. Donc en fait c'est un métier, ça s'apprend, il y a une palette de compétences à trouver. Donc évidemment la correction de lecture, l'éditing, la création graphique, la mise en page et la conversion EPUB. Sachant que pour tout ça il y a aussi des outils, maintenant il y a de plus en plus d'outils aussi à disposition des auteurs qui veulent vraiment se professionnaliser. La publication, donc là vraiment sur tout type de format, donc numérique, POD pour avoir du papier, audio, même si l'audio ça reste quand même coûteux dans l'économie, on va dire, d'un auteur auto-édité aujourd'hui. En tout cas, tel que les coûts, parce que c'est les studios qui se sont créés, c'est des studios qui travaillent d'abord avec les éditeurs, et donc évidemment ils sont sur une autre économie. Je pense que ça va aussi se démocratiser, qu'il va peut-être y avoir des comédiens qui, de la même manière qu'il y a toute une, on va dire, une palette de professionnels freelance qui se sont dit, en fait les auteurs auto-édités c'est comme des éditeurs, donc je vais leur proposer mes services. Et du coup, maintenant il y a beaucoup plus de tarifs accessibles pour une création de couverture, pour un editing, etc. Je pense que au niveau de l'audiobook, ça viendra aussi, parce que il y a des comédiens talentueux qui peuvent se dire c'est un nouveau aussi canal de revenus pour moi, je peux peut-être adapter. Oui, mais il y a l'outil d'enregistrement. Le studio. Oui. Mais alors après, là aussi ça coûte cher, mais alors là aussi il y a des outils mais qui sont remarquables, qui étaient chers mais qui commencent aussi, le prix commence à baisser, et aujourd'hui on peut vraiment, mais pas aussi parce qu'on a toute la vague du podcast natif, maintenant il y a plein de gens qui se sont équipés de super matériel de qualité pour vraiment, c'est plutôt des centaines d'euros, c'est pas des milliers d'euros, et on arrive vraiment à avoir un son très 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 bon. L'auteur indé, c'est quelqu'un qui se professionnalise et qui va, ce que tu disais tout à l'heure, investir une partie de ses revenus de son livre précédent pour faire les prochains, etc.